Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 Best-of de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Je suis Anne-Charlotte Deponte, je suis multicasquette parce que je suis ancrée dans nos racines avec un doctorat en histoire de l'architecture et une activité d'auteur publiée, parce que je suis ancrée dans l'actualité avec mon agence de com dédiée à l'architecture Charlotte Deponte et parce que je suis préoccupée par l'avenir, bien sûr, m'attachant à valoriser toute démarche percutante en faveur d'un avenir durable. Retrouvons-nous chaque semaine pour comprendre comment l'architecture est fabriquée, comment elle influence considérablement nos vies et la nature. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Philippe Henry, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Aujourd'hui, nous recevons l'agence Chartier-Corbasson, notamment Thomas Corbasson. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc vous allez nous parler de votre agence, qui est dirigée par deux talents, vous-même et Karine Chartier. Oui. Où avez-vous puisé tous les deux cette envie de devenir architecte ? Alors, pour Karine, je ne sais pas exactement, mais pour moi-même, je peux en parler. J'ai toujours eu envie de devenir architecte et je pense que c'est ma mère qui m'a poussé, en fait, depuis tout petit. À chaque fois, vous savez, on devait remplir les fiches à l'école pour savoir quelle profession on allait faire. Et j'ai toujours écrit architecte. Il faut dire qu'elle était, quand elle était jeune, elle était très amie avec un architecte qui s'appelle Bernard Taillefer, qui a construit les arcs avec Charlotte Perriand. Donc, ça lui a donné cette envie. Elle n'a pas pu le devenir elle-même et elle l'a communiqué, enfin, en tout cas à moi, voilà. Bon. Et puis il y a cette passion du dessin, bien sûr, évidemment. J'ai toujours dessiné, bien dessiné, et Karine, pareil. Et quelles sont vos formations respectives ? Alors, moi, je suis un provincial d'origine, donc j'ai fait mes premières armes à l'école d'architecture de Lille. Ouais. Karine à celle de Nantes. On s'est rencontrés à Paris et à l'école de la Villette. Et puis après, en fait, on a opté pour un Erasmus à Barcelone, où on a fait l'école polytechnique de Barcelone. Donc, en fait, vous vous êtes rencontrés à l'école ? Oui. D'accord. Et vos premières armes, vous avez toujours travaillé ensemble finalement ? Non, on a travaillé pour des agences en premier lieu. Voilà. Moi, j'ai été formé par l'agence Jean Nouvel, exclusivement. D'ailleurs, j'ai un tout petit peu travaillé pour d'autres, mais beaucoup plus pour Jean Nouvel que pour d'autres agences. Et puis Karine, par contre, a enchaîné les expériences dans d'autres agences comme Architecture Studio. Mon Dieu, je me souviens plus de... oui, son pédigré. Elle a travaillé chez Emmanuel Gautran, je me souviens aussi, pour Decoy, etc. Quoi, voilà. Alors, Jean Nouvel, combien de temps ? Mais en fait, je suis resté assez longtemps, parce que je me souviens plus exactement du nombre d'années, puis je veux pas dire d'ânerie, mais je suis rentré quand j'étais entre la première et la deuxième année. Et je suis ressorti, je devais avoir plus de 30 ans en tout cas. Voilà, donc une dizaine d'années minimum. Oui, donc ça vous a forcément façonné, non ? Ah, mais je crois que ça m'a totalement façonné. Ouais. J'ai plus appris dans les agences qu'à l'école, c'est certain. Ouais. Vous étiez très proche de lui quand... Quel projet de l'agence Nouvelle était en cours quand vous avez travaillé pour lui ? À l'époque où j'y étais, en fait, il venait de perdre son procès ou de gagner, je me souviens plus. Enfin, il venait d'y avoir ce procès avec le Grand Stade. Je sais même plus s'il a gagné ou perdu, c'est malin. Et puis donc, il travaillait pas trop en France et il travaillait beaucoup en Corée. Donc moi, je faisais des projets en Corée pour Samsung notamment. C'était assez fabuleux, c'est un pays que je ne connaissais pas du tout. J'ai eu l'occasion d'y aller, d'aller suivre des projets là-bas, de vivre là-bas. C'était une très chouette expérience. Et puis oui, on était assez proches avec Jean Nouvel. On se serre la main quand on se croise. Et voilà. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas une continuité des rapports comme ça existe dans plein d'agences. C'est pas comme ça à l'agence de Jean Nouvel, où il n'y a pas une communauté en fait. Voilà. Il y a un peu une communauté entre les anciens. On se voit toujours avec, je sais pas, Emmanuel Combarel, Charlotte, enfin bon, un tas de gens de l'agence, mais pas avec le maître, on va dire. C'est une star.
Oui, un peu. Puis je pense qu'il a autre chose à faire. Voilà. Mais c'est quelqu'un. C'est marrant parce que je me souviens quand j'étais étudiant, on avait un peu peur de Jean Nouvel, ce personnage en noir. On disait il doit être très méchant. C'est un peu comme Karl Lagerfeld. Ils sont noirs, ils sourient pas, donc ils doivent être méchants. Et en fait, c'est quelqu'un de très sympathique et de très ouvert et voilà, et qui aime beaucoup plaisanter, chanter même d'ailleurs. Voilà. Un jour, vous avez décidé de passer faire le saut, de vous associer. Comment ça, c'est votre création d'agence? Est-ce que c'est un projet qui vous a amené à vous associer? Parce que parfois ça arrive, c'est même souvent le cas, ou... Je sais pas dire, c'est assez dur à dire exactement. Je crois que ça s'est fait sur le long terme. Je me souviens qu'on avait fait un premier projet ensemble avec Karine qui était une catastrophe. On devait être amoureux à l'époque, et on s'écoutait trop et puis ça voulait plus rien dire. Donc à un moment donné, il a fallu... On s'est dit, on va pas faire ça, on va pas travailler ensemble. Et puis on en a refait un jour qui a marché. Et puis surtout, ça s'est passé par le fait que systématiquement, comme on travaillait dans des grandes agences, je crois qu'on avait ce désir tous les deux d'arriver à faire quelque chose à côté. Donc systématiquement, on a eu des locaux, en fait, un atelier, on appelait ça comme ça, à Montmartre d'ailleurs, où on se retrouvait le soir et on travaillait ensemble. Et on a répondu à des appels d'offres publics, on a fait des concours d'idées qu'on a gagnés. Et petit à petit, ça s'est monté comme ça. À un moment donné, on a eu ce prix des albums de la jeune architecture qui nous a un peu propulsés dans un univers beaucoup plus communicant que ce que ça n'était avant. Le célèbre architecte Claude Parent écrivait sur vous: Karine Chartier et Thomas Corbasson ont réussi une excellente percée dans un style très personnel. Comment exprimeriez-vous par les mots ce style très personnel? L'histoire de Claude Parent, c'est drôle, c'est parce qu'on avait fait un bâtiment qui s'inspirait un peu de son travail, où il y avait une référence à l'oblique, parce que Claude Parent, c'est comme l'architecte de l'oblique, donc je lui avais envoyé une photo ou des plans, je ne sais plus exactement. Vous le connaissiez? Non, pas particulièrement. Non. Et puis voilà, il a répondu, puis il y a une correspondance qui s'est établie, parce que voilà, il a reconnu qu'il y avait quelque chose en fait entre nous. Donc c'est peut-être ça, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Qu'il y avait une espèce de style ou d'approche Un style très personnel. Alors le style, moi, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est comme une récompense. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on décide. Je pense que c'est dû à une approche générale et c'est une manière de réfléchir qui, quelque part, va donner ce style. Mais on n'a pas cette volonté de style. Alors je pense qu'on a une approche... Et c'est pour ça qu'on a communiqué avec Claude Parent, qui est basé sur on va dire la topographie ou le rapport au sol, des choses comme ça qu'on a peut-être en commun. On peut parler de ça, oui. C'est très important pour nous, pour notre architecture, d'arriver à l'ancrer dans une réalité, dans un environnement. Donc vous estimez que c'est votre leitmotiv, votre point fort. Voilà. Et alors, on sait que les architectes parfois travaillent sur certains programmes. Est-ce que vous avez des programmes de prédilection? Ah, c'est une bonne question. Pas du tout. Pas du tout. Non. Alors, vous avez travaillé sur quoi, par exemple, depuis des logements sociaux. Bon, ça, évidemment, comme presque tout le monde. Et après, on a travaillé dans le culturel. On attaque notre deuxième musée, sportif. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des bureaux, une chambre de commerce. On n'a pas fait d'hospitalier. Là c'est extrêmement spécifique, l'hospitalier. Ça vous ferait pas peur? Non, pas du tout. On a quand même fait un peu de laboratoire, par exemple, qui s'en approche. Donc, en fait, on a une production très variée et j'en suis très content. C'est-à-dire que je sais que j'ai certains collègues qui se retrouvent à faire, je sais pas moi, des casernes de pompiers, par exemple, ou du cinéma, ou du logement social, par exemple, et puis qui n'en sortent pas beaucoup. Alors que nous, pas du tout. En fait, on est arrivé à avoir une production très variée. Alors il y a peut-être vaguement une spécificité, mais même pas vraiment, c'est le culturel. Enfin, le culturel amène au sport et ça ne nous empêche pas de faire du logement. Donc, Et aussi bien commande publique que commande privée? En ce moment, oui, mais à l'origine on est plus commande publique, mais on est bien obligé de changer un peu notre fusil d'épaule et de travailler pour le privé. Et puis c'est pas désagréable, c'est pas le problème. C'est pas les mêmes modes de raisonnement. Simplement, c'est pas facile à toucher le privé. Moi, je suis pas né dedans. Donc répondre à des appels d'offres publics, c'est quelque chose d'aisé. Voilà, c'est un processus assez démocratique. On répond, on est sélectionné sur référence. Aller démarcher le privé est quelque chose de moins facile. Mais on le sait, de moins en moins de concours en loi MOP. Donc il faut vous diversifier par rapport à votre clientèle, par rapport à ça aussi. Parce Bien sûr, je sais qu'il faut le faire. La commande se raréfie et donc c'est dramatique pour certaines agences d'ailleurs. Bien sûr.
Bien sûr, sauf que j'ai pas la réponse. Nous, on démarche beaucoup les privés, mais ils nous sélectionnent pas forcément pour autant parce qu'on n'a pas peut-être cette habitude de travailler avec eux, tout simplement qu'ils ne les met pas forcément en confiance. Oui, mais ça se construit aussi, ce rapport-là. Ça se construit, oui. On en est à notre 2, 3, 4e collaboration pour des projets assez gros d'ailleurs. On fait en ce moment un hôtel 5 étoiles avec un gros promoteur que je ne nommerai pas. Et puis on a fait des concours d'hôtels aussi. On a construit des bureaux pour ICAD, allez hop, à Lille. Voilà, mais donc et ça s'est très bien passé, j'ai aucun souci. C'est vraiment pas la même chose qu'avec le public, mais c'est tout aussi intéressant. Il y a forcément un rapport à l'argent, mais qui ne me dérange pas du tout. Que je trouve même assez presque moteur. Ouais. Je trouve que c'est presque moral même, c'est-à-dire qu'en fait il faut construire de l'espace, forcément, c'est comme je dis la palissade. Enfin, il faut être dense, voilà, et être dense dans des centres-villes ou en ville, je trouve que c'est quelque chose de moral. C'est un rapport à l'argent initialement, mais ça permet en densifiant ces centres-villes de réduire aussi l'urbanisation galopante. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose, et ça demande une intelligence architecturale. Voilà, c'est-à-dire comment arriver à respecter des gabarits au plus près, comment arriver à faire même plus, comment gagner des étages, comment réduire au maximum les circulations pour créer le plus d'espace à vivre. Bon, finalement vous êtes pas de problème avec ça. Oui, vous êtes des sortes d'acrobates de l'espace. Ouais, ça, à la limite, c'est un truc que m'a appris Jean Nouvel. Il y a un côté prestidigitateur, je dirais, d'arriver à... Alors, Jean Nouvel, c'est autre chose, parce que ça travaille sur l'illusion aussi, parfois, l'impression d'espace, autant que l'espace. Et moi, je le qualifie de maniériste, mais c'est peut-être pas... Ça vous gênerait Enfin, ça vous gêne comme appellation ? Je suis pas assez calé pour dire, parce que le maniérisme, c'est un courant quand même en peinture. Oui, que mais... je sais pas vraiment qualifier, donc je peux pas répondre à cette question exactement. Bon, alors on va la laisser ouverte, en suspens. Quels sont vos projets emblématiques ? Alors en ce moment, on a un très gros, parce qu'on est en train de travailler sur tous les environs de la Tour Eiffel, depuis le Trocadéro jusqu'à l'école militaire, avec tout le Champ de Mars, etc., le parvis de la Tour Eiffel. Notre premier projet comme agence d'architecte, c'était le réaménagement du couvent des Récollets, pour faire la maison de l'architecture, qui est le siège de l'ordre des architectes. Ensuite, on a fait des logements rue Saint-Antoine dans le Marais, le musée Paul Belmondo à Boulogne-Billancourt. Et puis on a un projet qui marche bien, qui est la chambre de commerce d'Amiens, en fait, qui est un bâtiment végétal. J'en oublie certainement des projets emblématiques. Et la chambre de commerce d'Amiens, vous pouvez nous le décrire pour nos auditeurs ? Parce que c'est un projet qui est très contemporain, qui se situe dans un tissu ancien, si ma mémoire est bonne. Oui. Une parcelle assez... C'est une parcelle complexe, oui, puis il y a surtout la particularité que ça joue, que c'est un hôtel particulier classé de A à Z jusqu'au bouton de sonnette, donc qui est un bâtiment très important dans le tissu local. Et en fait, cette contiguïté nous a poussé à imaginer un bâtiment complètement végétal qui s'inscrit plus dans l'univers du parc que comme réponse directe à une architecture 19e siècle, début 20e. Et pour nous, c'était un discours sur un peu la disparition de l'architecture et comment arriver à être humble par rapport à un bâtiment très imposant juste à côté. Et puis en même temps, cette idée de végétaliser complètement les bâtiments, c'est aussi bien sûr une volonté de ramener la végétation en ville et de retrouver cet équilibre, cette idée de micro... comment on dit déjà enfin, de réintroduire la végétation en ville, quoi. Oui, oui, de poche, de micro-poumons. Oui, voilà, ce genre de choses. En même temps, j'ai en tête ce projet. Au niveau des gabarits, vous faites plus ou moins écho. En tout cas, il y a... Bien sûr. Vous articulez les échelles. Bien sûr, mais c'est un exercice particulier que de décrire un bâtiment uniquement par des mots sans pouvoir... Oui, mais justement, ça permet... Il faut donner l'envie à nos auditeurs d'aller découvrir ce que vous faites. Oui, en fait, c'est un paysage artificiel, on va dire ça comme ça, dans lequel viennent se nicher des volumes, des blocs, en fait, qui semblent émerger de ce paysage et qui sont autant de cadrages sur le paysage environnant, le paysage urbain, c'est-à-dire les vues sur la cathédrale, sur la tour Perret, sur la ville
au lointain, puis qui en même temps semble effectivement établir des correspondances avec le volume de l'hôtel particulier existant. Alors, j'imagine que vous êtes amené à être un peu chercheur sur ce type de bâtiment. Vous ramenez la végétation en cœur de ville, sur un îlot assez compact. Ça requiert là aussi de l'inventivité, de l'ingéniosité, de la technicité. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, vous savez, à l'origine, il y a une volonté, comme j'en parlais juste avant, d'inscription dans un environnement qui soit proche ou lointain, le rapport avec la nature et puis l'urbain. Et puis après, il y a comment on arrive à le faire, effectivement. Alors, je dois avouer qu'on ne s'est pas posé la question quand on a répondu au concours de comment on arriverait à le faire exactement. On s'est dit on y arrivera toujours, il y a du mur végétal qui existe et puis il suffira d'arriver à le plier pour en faire une géométrie qui paraisse plus naturelle et qui réponde bien sûr au programme, parce que c'est pas quelque chose de gratuit, cette forme apparente de l'extérieur où on a l'impression que c'est une montagne comme ça. Elle correspond très précisément au volume intérieur des halls et des circulations et des bureaux qui sont derrière. Et après, effectivement, il y a eu tout un processus de recherche pour arriver à mettre ça au point, et où on a dû travailler de manière très proche avec les entreprises jusqu'à développer non pas un brevet, mais des avis techniques sur ce genre de matériaux. Alors ça demande un truc que moi j'adore, hein. C'est pas le seul projet où on a fait ça, mais une collaboration très proche avec l'entreprise, où ensemble on arrive à développer quelque chose. C'est bénéfique pour chacun d'entre nous. Nous, ça nous permet de pousser le projet dans une direction qui est un peu de la recherche, quelque chose qui n'a pas été exploité par d'autres. Et puis l'entreprise, ça lui permet de développer un produit où elle va être la seule à pouvoir le gérer, ce qui est le cas à l'heure actuelle. L'entreprise de murs végétaux, en fait, ce sont à l'heure actuelle les seuls à avoir un avis technique sur le marché, et en plus pour des murs végétaux non pas verticaux mais en 3D, c'est-à-dire dans toutes les directions. Ouais. Je pense que quand il y a des challenges comme ça qui font peut-être un peu peur au départ aux entreprises, ils y mettent vraiment du leur pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun souci. Donc c'est un truc qui a été très bien fait, très suivi, et que voilà. Et que pensez-vous aujourd'hui? On dit souvent oui, le green dans la ville c'est devenu quelque chose d'obligatoire, mais c'est un petit peu ça s'est réduit à, comment dirais-je, un geste, et c'est devenu un petit peu gratuit. Quel est votre positionnement par rapport à ça? Mais je trouve que c'est tout à fait vrai. On voit que moi j'ai des concurrents que je ne nommerai pas, qui font du saupoudrage, et on sent qu'en fait, c'est un bâtiment classique où on a rajouté 3 arbres dessus pour dire, voilà, je vais plaire à l'élu qui va choisir mon projet parce qu'il y a 3 arbres. Je pense que le rapport avec le végétal, les architectes, ils doivent s'en saisir pour que ça apporte du sens à ce qu'ils font, et qu'il y ait une architecture qui réponde à ça, qui vive avec ça, qui crée des espaces qui correspondent, et que ce soit pas juste pour faire joli, quoi. Mais c'est du sens de l'espace. Alors, vous avez des projets pour le futur? On a des choses qu'on force un peu. On répond effectivement à des appels d'offres, à des opportunités. Et puis après, il y a des choses qu'on essaye de provoquer un peu. C'est-à-dire qu'on essaye, juste parce que ça nous intéresse, on essaye de se développer à l'étranger pas mal. Voilà, on a eu des opportunités aux Émirats arabes, qui était un truc assez passionnant. En Allemagne aussi. Et puis on essaye de le provoquer un peu ailleurs. Alors ça tombe bien, vous parliez de Jean Nouvel, et moi il me questionne beaucoup. Il vient de livrer un projet emblématique, dont d'ailleurs nous avons parlé dans un précédent Comme d'Archi. Que représente pour vous aujourd'hui l'idée de modernité? L'idée de modernité, je pense qu'il n'y a pas une idée de modernité, mais plusieurs en fait. Ouais. En tout cas, nous, ce qu'on développe dans notre agence, et vous parliez avant des axes de développement, donc c'est peut-être une réponse pour 2 questions. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que les projets ils se basent plus sur des stratégies que sur une esthétique. Et c'est une manière de
de répondre à un environnement, mais aussi à des commanditaires, et de savoir comment on se positionne par rapport à ça. Et je pense que, vous savez, au début, vous parliez de style, par exemple. Je pense que c'est quelque chose d'un peu dépassé, quoi. Complètement, c'est obsolète. Ouais. Et voilà, et que c'est ce positionnement par rapport à un environnement, par rapport à l'environnement, par exemple, qui peut devenir complètement primordial. Je me rends compte que de plus en plus, en tout cas en France, les projets sont extrêmement serrés en termes de budget, à tel point que certains des projets qu'on développe maintenant deviennent des challenges uniquement pour des raisons budgétaires. Disant, mais voilà, comment on va faire pour répondre à ça? D'où votre ouverture à l'étranger? Non, pas particulièrement. Non, mais l'étranger, c'est que moi j'ai beaucoup travaillé avec Karine à l'étranger quand on s'est rencontrés. Moi j'étais, un peu après, je suis allé travailler à Séoul. Elle travaillait en Malaisie, après aux États-Unis. Et c'est un truc qui nous manque un peu. En fait, la culture du dessin, c'est bien parce que on peut travailler n'importe où. Et puis après, l'anglais suit, même si on n'est pas très doué. Ça va, on arrive à. Vous êtes des Français normaux. Voilà, c'est tout à fait. Mais on progresse. Hein. Bon, on se débrouille toujours. Moi, c'est pareil. J'ai toujours, comment dirais-je, évolué dans des environnements internationaux avec un anglais approximatif, mais on se. C'est un anglais de travail, donc au bout d'un moment, on arrive parfaitement à se comprendre au travail, et c'est un truc très enrichissant, donc on a envie de reproduire cette expérience. Non, c'est pas parce que ça gagne plus à l'étranger, c'est pas le propos. Non, je voulais pas dire que ça gagne plus, mais c'est plus rassurant quand on sait qu'il y a plus de possibilités de projets, de commandes, c'est un champ des possibles plus élargi, c'est plus rassurant. Je sais pas. En fait, le modèle français, il est très apprécié à l'étranger. Tout le monde veut venir travailler ici. Les Japonais viennent s'inscrire à des concours, les Allemands, les Espagnols, tout le monde. Donc c'est quelque chose qui attire beaucoup. Nous, en tant que Français, on trouve que c'est pas si bien fait, et on a envie de s'exporter et d'aller voir ailleurs. Voilà. Alors. Et de croiser les cultures, c'est quelque chose de toujours enrichissant. Bien sûr, voilà. Alors, je crois qu'on a pu s'exprimer ici en France, et qu'on a envie de voir un peu ce que ça peut donner quand on s'exprime ailleurs. Et en fait, on se rend compte que alors le modèle du concours français, il est très apprécié à l'étranger. Mais en fait, la culture française, bien sûr qu'elle est également dans la mode, c'est parfaitement connu. Et en architecture, c'est la même chose. Si Jean Nouvel réussit aux Émirats, par exemple, c'est parce que il est dans le domaine de la culture et qu'il exporte cette culture française, et que c'est pas le cas, par exemple, des architectes anglo-saxons qui, eux, représentent plus une ingénierie plus qu'un apport culturel dans leur architecture. Et en Allemagne, par exemple, je pensais pas que ça serait comme ça, parce que je me dis, bon, ils ont quand même une culture pareille, anglo-saxonne, donc plus de rapport à l'ingénierie. Et en fin de compte, on se rend compte que on est très facilement retenu sur des concours pour notre apport culturel, en fait. C'est-à-dire sur des concours de musées ou de. Vous êtes en train de dire que la French Touch séduit toujours. Mais je pense que ce qu'on fait, il faut arriver à le justifier, non pas pour une question simplement d'image ou d'histoire qu'on raconte, mais de rapport réel à un environnement et à nos ressources. Ces études, vous enseignez depuis longtemps? Non, 2 ans. Par contre, ça fait longtemps que j'ai des expériences pédagogiques. Un de nos premiers projets, c'était de construire une cabane dans une école maternelle. Et puis, en fait, ça a duré assez longtemps. J'ai animé des workshops avec Lafarge et l'école de mode du Perret. C'était pas vraiment de l'archi, mais c'était drôle parce qu'on avait imposé un matériau, le béton, à une école de modeux, et de comment ils arrivaient à se saisir de ça. Et puis après, on a eu tout un projet, un moment où j'étais vice-président, je suis toujours d'ailleurs, de la maison de l'architecture, avec les écoles. Donc on avait fait construire, on est à la 3e édition, parce que ça dure encore, une ville rêvée par tous les élèves du 10e arrondissement, ce qui représente 2000 élèves, et une maquette qui fait, je sais pas, 20 mètres par 5 à peu près. Donc c'est un gros boulot, en fait, d'encadrement d'élèves et de travail. Et c'est formidable, parce que c'est vrai qu'on devrait apprendre l'espace à l'école. Oui, puis c'est très sympa à faire, en fait, avec des très jeunes élèves. Ils sont beaucoup, enfin tout le monde le sait, ils sont beaucoup moins réfractaires, ils ont des idées moins préconçues sur l'espace. Et alors la première qu'on a fait, c'était très surprenant, parce que
avec quoi on l'a fait? Ah oui, avec parce qu'il y avait une idée de recyclage, donc on prend toujours un matériau à recycler qu'on donne aux enfants. Et là, en l'occurrence, c'était les couvertures de livres d'imprimerie, parce qu'on était en cheville avec des imprimeurs qui nous avaient donné ce matériau. Et puis, sans qu'on les pousse, en fait, ils avaient tous poussé le challenge pour essayer de faire la tour la plus haute. Donc, on avait une espèce de Manhattan de papier qui était très beau. Voilà. Et peut-être donc, les tours ne sont pas prêtes de disparaître. Pour les enfants, non. Non. Voilà. Alors, si on travaille avec des adultes, peut-être ça sera plus mitigé. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Voilà. Eux, on passe regard... ça leur semble du rêve d'arriver à construire haut comme les architectes, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai qu'après, on a la vue là-haut. Et les tours, de toute manière, c'est un sujet d'actualité. La moitié des gens disent que c'est pas bien et l'autre bien. Les architectes sont plutôt motivés pour dire que c'est quelque chose qui permettrait d'économiser du territoire, ce qui paraît logique. Du bon sens. Hein. Alors, ces étudiants, vous leur dites quoi aujourd'hui sur l'avenir de l'architecture, du bâti, de la ville, de l'urbain, de l'habité? Vous savez, moi, je les forme surtout à essayer de développer une logique constructive dans leur manière d'appréhender leur travail. C'est pas évident parce que on se dit mais ils sont nuls. Mais avec le recul, on était absolument pareil. Moi, j'étais pas très doué de toute manière en tant qu'étudiant. Mais vous êtes humble parce que j'imagine que si vous êtes rentré chez Jean Nouvel et si jeune dans votre pratique, c'est que vous aviez quand même. Je pense pas, non. Ah bon? Non, je suis rentré chez Jean Nouvel parce que je suis resté 2 jours sans bouger devant la porte. Donc ils m'ont fait rentrer à la fin. Mais je pense que j'étais pas très doué, honnêtement. Et que c'est après que je suis devenu doué. Donc et ça m'a pris du temps. Donc honnêtement, il y a un truc à comprendre, je trouve, pour être architecte. Il y a une espèce d'intelligence de l'espace qui se répond à lui-même. Nous, on est juste des suiveurs. Il faut arriver à catalyser cette intelligence, à la faire évoluer et toujours se remettre en cause soi pour remettre le métier sur le tapis et dire il y a toujours moyen de progresser, il y a toujours une solution. Mais il faut arriver à s'interroger soi-même pour trouver la problématique, ensuite les problèmes et comment résoudre ça. C'est quelque chose de pas évident, il y a un processus itératif que moi, quand j'étais étudiant, je ne comprenais pas et que beaucoup de mes étudiants ne comprennent pas. Donc il faut arriver à leur faire comprendre essentiellement ça. Après, les questions d'actualité, d'avenir, de comment va se transformer l'architecture, c'est effectivement quelque chose qui est présent au sein du domaine d'expérimentation auquel je participe, qui est, je rappelle de nom, Habiter l'Anthropocène. Mais c'est pas cette partie qui m'intéresse le plus. Moi, je fais plus acte de pédagogie et de formation pour essayer d'apprendre des fondamentaux du métier de travail d'espace et de lumière. Après, je pense que c'est à chaque étudiant de se saisir de ça et de trouver des enjeux qui sont plus politiques, on va dire, dont il pourra se saisir. Quel est votre rapport à la matière ? Est-ce que vous avez des matériaux de prédilection ? Pas du tout. Ouais. Non, parce qu'il y a des architectes comme Tadao Ando qui font que du béton. Par exemple, je suis très jaloux de ça. Je me demande si je ne vais pas mettre à faire que du bois. Parce qu'à la fin, on acquiert un vrai savoir-faire sur cette matière. Mais parfois, ça peut être un peu restrictif. En tout cas, c'est pas notre approche. Oui. Nous, on parle plutôt d'un environnement, comme je disais tout à l'heure. Et puis après, petit à petit, il y a peut-être une matière qui va se dessiner comme réponse à cet environnement. Et ça se termine généralement comme ça. Et on met au point des matières. Alors, on parlait de ce mur végétal en 3D qu'on a mis au point. Je sais que là, on a fait un immeuble de logement dans le 18e arrondissement où on a mis au point une matière à base de résine qui permet de reproduire en 3 dimensions une photographie du bâtiment existant. Ça a pris beaucoup de temps à mettre au point. Et ça se fait via des technologies, dans tous les cas, très souvent, ça se fait via des technologies actuelles de modélisation 3D, d'algorithmes concrets au sein de l'agence. C'est assez passionnant. Ça nous demande de faire tourner tous nos ordinateurs en boucle pour arriver à créer ces modèles extrêmement complexes. Mais on est assez fiers du résultat une fois que ça a été fait, quoi. Et comment vous travaillez le référencement à la matière ? Ça aussi, c'est une question. En fait, il existe, par exemple, Quentin Hirsinger a créé Matériaux, qui est une matériothèque en ligne. Est-ce que vous utilisez ces outils ou instinctivement, vous allez vers ce qui vous est utile dans vos projets ? Non, je sais pas. Il y a pas de démarche
particulière. C'est un peu au cas par cas. Parfois, on a fait des bâtiments en béton, par exemple, en 100% en béton. Mais même là, en fait, il y a plusieurs bétons, il n'y a pas qu'un seul. Donc, il va falloir se rapprocher de tous les bétons existants pour savoir lequel sera le plus approprié à notre démarche dans ce cas précis. Alors, les matériaux tech en ligne... on n'utilise pas vraiment ce genre de truc, simplement parce que moi, j'ai une matière, c'est pas quelque chose de virtuel. J'ai besoin de la toucher, de la voir, de l'expérimenter. Donc, par contre, aller dans des salons Batimat ou au rendez-vous de la matière ou des choses comme ça, c'est vraiment utile. Et d'ailleurs, je suis allé voir au rendez-vous de la matière les exposants. J'ai pris des références et j'ai déjà pris rendez-vous avec eux pour voir ces matières de près et savoir si on allait pouvoir les utiliser dans nos projets. De plus en plus de projets sont des projets partagés entre les équipes de conception. Pour vous, non, c'est pas souvent notre cas, mais ça dépend. En fait, moi, je crois pas à la conception à plusieurs, ou alors faut vraiment arriver à ce que chacun trouve sa place. On l'a fait, et on l'a fait très bien, mais avec des stratégies dont je parlais tout à l'heure, bien particulières, qui permettaient à chacun de retrouver sa place. On a fait alors le plus réussi qu'on ait fait, c'était avec Stéphane Malka et Philippe Risotti, où ensemble on s'était dit on va se donner un matériau commun. Voilà, on retombe sur le matériau, et ce matériau c'était un matériau un peu virtuel, c'était une trame avec du béton, je crois. Non, c'était pas si virtuel que ça d'ailleurs. Et puis un process de fabrication où on se disait on va exploiter le BIM, la conception assistée par ordinateur, pour créer une bibliothèque ensemble. Et cette bibliothèque, on va s'en saisir chacun de manière indépendante. Donc on avait chacun un projet assez marqué, mais qui en même temps appartenait complètement à une même famille. Donc ça c'était un truc qui nous a vraiment tout à fait intéressés. Mais dans la majorité des cas, effectivement, on travaille plutôt avec, nous en tant que concepteurs, et avec une équipe rapprochée qui font aussi de la maîtrise d'œuvre, mais d'ingénieurs, d'acousticiens, de spécialistes scéniques, etc. Comme pour tout projet, finalement. Oui, mais alors je sais pas, parce que honnêtement, on commence à avoir une équipe de plus en plus resserrée où il y a un noyau dur, quoi. On travaille beaucoup avec Doug Seno, avec l'amoureux acoustique, par exemple, et ça devient un noyau dur où on a nos habitudes entre nous. Donc vous gagnez du temps. Oui, tout à fait. Mais c'est pas que du temps, c'est que c'est une espèce de synergie. De synergie, vraiment, de choses qu'on a en commun, où on sait comment on va réagir là-dessus. Mais quand je travaillais chez Noël, c'était pareil. Enfin, à un moment donné, il travaillait des écrivains, par exemple, ou avec un scénographe qui s'appelait Jacques Lemarquet, et où il y avait une vraie cohésion ensemble pour arriver à créer des choses, quoi. Ou avec Yann Kersalé, par exemple, dont le travail est un peu indissociable de celui de Jean Nouvel. Vous êtes assez artiste, on va dire, dans votre démarche. On sent beaucoup de créativité. Comment ça s'articule avec toute la technicité du bâtiment? Est-ce qu'il y a un secret ou c'est naturel? C'est le regard des autres qui fait que... c'est votre regard de dire que nous sommes des artistes. Moi, j'oserais pas le dire. Hein. Mais... et comment ça s'articule avec une technicité? À la limite, c'est le métier d'architecte, c'est-à-dire qu'il y a la conjonction entre la plomberie et puis la philosophie. Hein. Donc nous, on est au milieu de tout ça, à arriver à raccrocher les morceaux. Ça se fait par le dessin, je pense. Je pense que le vrai médiateur, c'est la main. C'est celle qui permet de faire ce jeu d'équilibre. Je jongle très bien, par exemple. Donc, et je m'entraîne toujours, parce que je pense que c'est indissociable de mon métier et qu'il faut vraiment arriver, avec les billes qu'on a, à trouver cette espèce d'équilibre magique où je ne comprends même pas comment ça marche. Je suis désolé de ne pas pouvoir expliquer en détail. Non, mais c'était une question un peu, comment dirais-je, on arrive à analyser comment les choses s'articulent, et puis c'est peut-être même pas la peine de les analyser, ni ça se fait. Le processus est en marche, et ce qu'il faut, c'est faire les choses. Mais on sent que vous avez une appétence assez forte pour tout ce qui est créatif et artistique. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et du coup, vous me dites que vous dessinez beaucoup, et c'est rare aujourd'hui des architectes qui dessinent. Bravo. Déjà, parce qu'effectivement, ça prouve une maîtrise de comment dirais-je, de la lecture dans l'espace, ce qui n'est pas évident, parce que l'informatique a beaucoup figé le dessin, enfin,
Je sais pas, l'informatique, elle a figé, elle a ouvert aussi, parce qu'elle ouvre des champs de possibilités. Bien sûr, ça démultiplie. Alors, je vais pas forcément dire que ça n'existe... Enfin, si, parfois, ça n'existait pas avant. Moi, je pense, je parlais d'algorithme, le rôle du script et de l'écriture de ces formules mathématiques interminables qui permettent d'aboutir à des processus de formalisation. C'est un truc qui est assez passionnant, quoi. Alors, avant, on pouvait... Moi, je sais que les premiers trucs qu'on a fait des cercles à la main pendant des jours et des jours pour obtenir des résultats un peu similaires. Au XVIIIe siècle, on construisait des bateaux avec des formes un peu complexes aussi. Donc, il y a des choses qui existaient, mais ça prenait un temps complètement délirant et un argent pareil. Donc, il y a un peu, quelque part, grâce à l'informatique, une espèce de démocratisation de process auquel on n'avait pas accès avant. En tout cas, dans notre agence, on développe cette approche informatique spécifique avec des modèles complexes et en même temps qu'une approche du dessin à la main. Je pense que les deux sont absolument nécessaires à l'heure actuelle. Je me rappelle Andrea Bruno qui a pas mal accompagné Jean-Michel Villemotte dans son concours Le Prix W. Souvent exprimait à la jeune génération, puisque ce concours touche les jeunes qui sont encore à l'école ou qui sont très jeunes diplômés, il insistait sur l'importance du dessin. Voilà. Et je pense qu'en effet, ça se complète. Mais c'est devenu rare. C'est vrai que l'informatique prend parfois le pas sur le dessin. Alors, tout à l'heure, on disait, peut-être qu'on a un style. C'est peut-être aussi cette... forcément, si je dessine, il y a quelque chose... Et comme c'est toujours nous qui dessinons nos bâtiments, que c'est pas quelque chose qui est généré automatiquement. Je parle d'algorithme, c'est pas pour générer, une réponse à un environnement. Ça marche pas. Ça se dessine à la main. L'algorithme, il sert à créer des matières ou à régler mathématiquement quelque chose qu'on a au préalable dessiné, quoi. Oui. Il permet d'assurer, l'équilibre, je pense. Oui, de le calculer, on peut dire comme ça. Oui, de le garantir. En gros, par exemple, pour l'histoire du paysage végétal, là, ce paysage artificiel qu'on a créé, on a fait un modèle qu'on a dessiné à la main. C'est de la pâte à modeler, donc on l'a sculpté, on va dire. Ensuite, on l'a scanné. Voilà, on l'a mesuré, reporté sur informatique, et ensuite on l'a divisé en parts égales avec un pas de 40 cm de manière à pouvoir le construire comme on le faisait au XVIIe siècle avec les toitures un peu complexes et les ardoises qui font toutes la même taille. Voilà, et ce processus d'ardoisisation, je ne sais pas comment dire, en fait, c'est un algorithme, ça passe par un algorithme. Et c'est ça qu'on calcule. Mais le dessin j'aime bien cette métaphore, au moins elle est claire pour les auditeurs. Le dessin de la charpente, le dessin de la forme globale, c'est la main de l'architecte. Quel serait votre mot de la fin ? Oh là là, le mot de la fin. Ou les mots de la fin. MOTS, bien sûr. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous tient à cœur peut-être, il faut pas baisser les bras. Voilà, peut-être un mot pour vous parliez de mes étudiants, qu'est-ce que je peux leur dire pour l'avenir, etc. C'est peut-être quelque chose que j'ai pas bien dit, mais je pense que c'est vraiment un beau métier. C'est dur. Il est mis en danger. Bien sûr, oui, par les lois évoluent et c'est pas simple du tout. Parfois, on a l'impression d'être de moins en moins reconnu dans notre métier, mais ça reste un beau métier, il faut pas baisser les draps. Et puis, je pense qu'on a besoin de nous pour construire un avenir franchement plus beau que ce qu'il n'est, et ça continuera toujours. Oui. Bon, quittons-nous. Merci. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.